Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Dans un environnement géographique, la quiétude et le bon fonctionnement de l'écosystème sont régis par une collectivité d'individus très fragiles et harmonieuses qui comptent sur les uns et les autres pour la survie du groupe. Par exemple, le puceron ne survit pas sans la matière organique, la fourmi ne survit pas sans le puceron, la taupe ne survit pas sans la fourmi, le coyote ne survit pas sans la taupe, le loup ne survivrait pas sans le coyote et le puceron ne survit pas sans la matière organique de toutes ces espèces. C'est ce que nous appelons l'équilibre de la faune. Si nous nous dissocions de l'aspect digestif de l'équation et que nous nous basions davantage sur l'aspect collaboratif du système, nous nous apercevons que le milieu musical au Québec est en tout point similaire à celui de la faune de la nature. Les artistes s'inter-influencent, se rendent des services, s'offrent des opportunités et permettent d'exister les uns grâce aux autres. La musique ne survit pas sans l'éditeur ne survit pas sans le compositeur ne survit pas sans l'interprète ne survit pas sans les spectacles et les spectacles ne seraient pas ce qu'ils sont sans la musique. Donc, sans plus attendre, je vous demanderai d'accueillir comme il se doit l'un des artistes qui, selon moi, représente le mieux cette théorie, Jay Essiambre du projet La Faune. Maintenant, à chaque fois que quelqu'un va me demander d'expliquer mon nom de projet, je vais clipper ça de ton épisode, puis je vais le faire jouer. Parfait. Puis le tour est joué. Merci, Joël. C'est écœurant. Ça va bien? Ben oui, ça va, toi? Oui, ça va super. T'es d'accord avec ma théorie? Oui, je me considère 100% le puceron en plus dans tout ça. Fait que à la base, bon. Complètement de la chaîne? Ben, du moins, ouais, ou comme influencé par d'autres choses, puis que j'espère nourrir certains trucs, I guess. Ben, je veux dire, tu fais ta musique, mais tu collabores aussi avec une multitude d'artistes, que ce soit sur tes propres projets ou sur les projets des autres. Puis, moi, la question de comme poser la question aux artistes, c'est pourquoi ton nom d'artiste? C'est un peu comme, je pense, question un peu facile, qui peut-être devient un peu longue parce que c'est un peu accessible pour n'importe qui. Fait que j'essaie de faire des suppositions en espérant genre une excellente supposition. lancer le dard exactement au bon endroit. Genre. Moi, Jay, je connais la personnalité de ta musique, mais toi, personnellement, je ne te connais pas beaucoup. Serais-tu en mesure de me nommer, par exemple, 3 mots qui correspondent et à ta musique et à ta personne? Ouais, c'est bon. Généreux, en premier, dans la vie, dans la musique. J'aime ça que en spectacle, j'aime beaucoup donner, j'aime ça être avec les gens. Puis dans la vie, c'est un peu la même chose. J'aime beaucoup faire plaisir aux gens. J'aime ça avoir une communauté heureuse autour de moi. Fait que beaucoup collaborer la foule aussi, j'ai l'impression. Collaborer la foule Ouais, vraiment. Même le dernier album est un peu composé en pensant à ça beaucoup. Pour du live, pour du live, ouais. Deuxième mot, mon Dieu. C'est peut-être facile, mais social. Puis c'est un peu pour les mêmes raisons que je viens de dire avec la générosité. Là. J'aime ça m'entourer des gens. Puis le nom du projet, c'est La Faune. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça soit social. Ouais, c'est ça, exact. Puis je sais pas, coquin, tiens. Coquin? Ouais, j'aime beaucoup ce mot-là, de 1. De 2, j'aime beaucoup rire. Puis je pense qu'en show, j'aime avoir du plaisir coquin en spectacle. Dans ta musique, c'est quoi les éléments coquins de ça? Ben, c'est dans les sonorités pour moi, dans les références, dans les petits... Je dirais pas que j'écris des textes humoristiques, mais il y a toujours des choses pour moi qui me font rire quand je les écris puis quand je les lis, des lignes que je me considère pas immense poète dans la vie, mais du moins j'aime assez maîtriser les mots pour rire de certains trucs, puis autant dans l'autodérision que dans d'autres trucs. Puis je pense que c'est là le petit aspect coquin. Puis aller faire un peu des références aussi pour juste venir comme taquiner le premier plan. Exact. Y a-t-il des facettes de ta personnalité qui sont amplifiées par ta musique ou que dans ta musique, que ta musique vient genre amplifier peut-être ce trait de caractère-là que toi tu as? Ouais, je suis une personne assez intense. Okay. Je suis quelqu'un je fais 6 pieds 2 puis je parle aussi fort qu'un gars de 6 pieds 2, là, tu sais. Puis je pense qu'en spectacle, puis la musique que je fais me donne encore plus la place d'être intense, encore plus de genre...
prendre le stage au complet, puis même dans la musique enregistrée, non seulement les spectacles, de mettre des gros sons, des grosses affaires qui sont loud puis qui c'est cognent. la place pour C'est aussi, la là. place pour, ben ouais, c'est ça. Fait que ouais, je vis quand même pas mal mon intensité à travers ma musique. Puis y a-tu des facettes qui paraissent dans ta musique dont, mettons, tu t'identifies peut-être un peu moins? Dans le sens comme des... c'est ça, tu sais, comme des amplificateurs. Tu sais, comme... Tu essaies d'avoir comme un peu cette facette-là dans ta musique, mais c'est pas nécessairement en corrélation directe avec qui tu es, toi, personnellement. Étant donné que je collabore avec beaucoup de gens, Ouais. souvent ces trucs-là vont passer à travers les projets des autres. Mm. Tu sais, c'est des trucs dans lesquels je m'épanouis à travers d'autres projets, puis où est-ce que c'est là qu'on essaie des trucs, puis c'est ça qui est trippant aussi de travailler avec des gens, c'est des gens qui te poussent vers des aspects de toi que tu savais pas ou que toi, tu vas les tirer vers des aspects d'eux qu'ils connaissaient pas. Ouais. Que tu irais Donc, pas dans cette direction-là. Ouais, c'est ça, d'emblée, là. exact. Puis ça passe surtout là, je pense. Puis la faune, ensuite, c'est ma place pour être moi à 110%, tu sais, Mhm. à juste vraiment mettre mes trucs, puis autant les trucs qui n'ont pas passé sur les autres projets ou... Ouais. C'est ça. Là, pour en apprendre davantage sur toi, on s'apprête à écouter 2 pièces de musique issues de ton dernier album qui est sorti, ça fait 1 mois et demi, 2 mois. Quelque chose comme ça, ouais. Mourir au Canada 1+2. On s'en va écouter la pièce Clandestin et la pièce Je t'attendrai. T'as-tu quelque chose à nous dire par rapport à ces pièces-là? Peut-être comme une histoire cachée derrière ça ou le contexte dans lequel ils ont été composés? Ouais, c'est cool. Clandestin, elle a une belle histoire quand même. J'ai eu la chance de faire les... comment on appelle ça? Les escales en chanson de Petite-Vallée. Il y a à peu près maintenant, mon Dieu, il y a 3 ans Les maintenant. escales en chanson, c'est Ouais, quoi? c'est le Festival de Petite-Vallée qui organise qui font un groupe de jeunes artistes, auteurs, compositeurs, interprètes émergents qui s'appelle Les Chansonneurs. Puis là, on fait des résidences ensemble, on crée de la musique, on fait des spectacles. Ensuite, on va au festival, on reste là-bas, on fait des ateliers de création avec des gens là-bas. On rencontre des artistes passeurs qui sont des artistes du festival qui viennent nous parler du métier Ok. un peu. Coacher un peu. Puis ouais, c'est ça, genre de coaching. Puis on fait des spectacles à travers ça, puis on essaie de créer le plus de musique possible. Puis Clandestin, ça a été la première chanson que j'ai composée pour l'album Mourir au Canada 1+2, que j'ai réussi à composer là-bas, puis que le lead vocal de la chanson enregistrée, c'est comme ma 2e take que j'ai faite. Puis il était 11h30 dans un local de répétition au Grand Théâtre. J'avais décidé de rester là toute la nuit, puis c'est encore ces vocals-là qui sont sur la track. C'est les vocaux que j'ai enregistrés comme démo au Grand Théâtre dans mon petit local de répétition. Ah, ouais, wow. Ouais. Puis est-ce que à ce moment-là, quand tu as composé cette pièce-là, est-ce que tu savais que ça allait figurer sur un prochain album ou ça existait même pas encore cette idée-là? Ouais, c'est comme... cette pièce-là est venue, puis... Mourir au Canada, c'est l'album, le titre m'est venu avant, comme le concept au complet. Je trouvais que la phrase Mourir au Canada était vraiment cool, puis c'était évocateur pour moi. Puis c'est la pièce Clandestin, puis ça m'a dessiné un peu le chemin dans lequel cet album-là s'en allait, quelque chose de très proche de la musique que j'écoutais quand j'étais ado, quelque chose de plus raw, plus direct. Puis qui feel quasiment comme un premier album, parce que veux pas, demain c'était hier, mon premier album, je l'ai sorti en 2020, en janvier 2020, fait que tout a pété en mars 2020. Pas eu le temps vraiment de faire quelque chose avec ce projet-là, fait que ça a été comme un reset de la faune, tu sais, ça a été un reset de mon projet, puis là, Mourir au Canada 1+2, ça feel comme le premier finalement. T'sais. OK. Ouais. Ben parfait, mais on va écouter ça directement. Donc, on va commencer avec la pièce Clandestin dont on vient de parler. Clandestin, j'ai un peu bégayé. Et Je t'attendrai tout de suite après du dernier album. Donc, on est parti, on écoute ça. Donc, on est de retour. On vient d'écouter la pièce Clandestin et Je t'attendrai de La Faune sur son dernier album Mourir au Canada. Le titre Mourir au Canada, j'ai l'impression qu'il y a un peu comme un message derrière ça, une petite hargne souverainiste, peut-être. Surtout aussi, il y a une chanson qui s'appelle La Nuit des longs couteaux, qui est une référence directe à la nuit de... Je pense que c'est le 4 novembre 1981. C'est quoi le message qu'il y a derrière ça? Tu disais que l'idée t'était venue avant de faire... La phrase du titre de l'album t'était venue avant la composition de tout ça, ce projet-là. C'est pourquoi, en fait, Mourir au Canada? Pourquoi c'est punché pour ça? C'est pas partout... en tout cas, pour moi, c'est pas un message souverainiste zéro, puis c'est drôle parce que justement, en incluant la chanson Nuit des longs couteaux sur cet album-là, on le savait que cette question-là allait venir, puis c'était... Mais pour moi, Mourir au Canada, c'est plutôt représentatif
des petites morts de la vie, puis c'est une mort douce. Parce que au Canada, ben on a des grands espaces, on a la nature, on a les 4 saisons. On peut mourir en été, en hiver, en automne, au printemps, puis c'est tout le temps différent. On a un système de santé fonctionnel, du moins, comparé à d'autres places. Donc, tu meurs et ça te coûte pas 400 000 $ mourir ici. Puis, pour moi, c'est ça, c'était un titre que je voulais qui cogne, que je voulais qui parle des petites morts, des petites déceptions à gauche, à droite. C'est quoi genre, les petites morts mettons, à gauche, à droite? la perte de l'amitié, perte de la confiance envers quelqu'un, relations qui se terminent autant amicales qu'amoureuses, des morts comme ça, de la nostalgie, c'en est une aussi, tu sais, des sentiments qui se transforment dans notre tête puis que la petite étincelle initiale, on la sent plus. Pour moi, ça, c'est toutes des petites morts de la vie. Puis, en faisant cet album-là, en ayant ce titre-là dans ma tête, ça a été en plus une année où est-ce que j'en ai vécu une coupe, puis ça a fait comme, OK, ouais, ça va être ça. Ouais. C'est ça, l'album. C'est un peu aussi le concept de vieillir, puis de voir que les choses changent, un peu avoir de la nostalgie sur la vision du passé qui n'est peut-être plus aujourd'hui. Il y a dans ta pièce Fake ID, où est-ce que t'en parles, en fait, de comme ces souvenirs-là d'une époque qui est un peu révolue à quelque part, tu sais. Fait que, ouais. Ben, en tout cas, je trouvais ça intéressant, puis je suis content de savoir que finalement, ben, je suis pas content de savoir que c'est pas souverainiste, mais comme, moi, c'est juste, en plus, l'album est paru le 3 novembre. Ouais, je sais. Puis La Nuit des Longs Couteaux, c'est le 4 novembre. Je sais pas si c'est entre le 3 et le 4. Puis le 3 novembre, c'est quoi? C'est la journée du souvenir. Puis c'était même pas... non, excuse, le 11 novembre, c'est ça. Le 4 novembre, c'est La Nuit des Longs Couteaux. Le 11 novembre, c'est la journée du souvenir. Notre lancement était supposé être le 9, il a été déplacé le 11. Fait que tout a comme aligné pour être en même temps que des trucs qui pourraient pousser à croire que l'album avait un message pseudo-souverainiste. Que ce soit, mais c'est comme... C'était pas ça qu'on voulait faire, mais finalement, ben, coudonc. C'est ça. Mais c'est tellement un drôle de hasard. Mais ça, vous l'avez... Genre, mettons, la parution du 3 novembre, vous l'aviez envisagé ou vous l'aviez réalisé après? Encore, c'est un peu... c'est un peu... Quand tu sors un album, tu regardes toutes tes possibilités de date, tu veux que toutes tes cartes soient en place, puis ben, la semaine qui se pouvait, c'était celle-là. OK. C'est tout. Il n'y a pas plus d'explications que ça. C'est juste... ça. On a vu ça, on a vu la date, on a fait comme, c'est un peu proche. Il y a la tenue des longs couteaux. Gars. Mais ça fait jaser. Ça fait jaser au pire. Au pire, c'est qu'une bonne affaire au niveau marketing. Là. Tu te mets peut-être à dos les non-souverainistes, mais... Je pense pas non plus que ce soit un facteur. Ben, tu sais, autant ça que au Canada, juste mettre Canada ou Québec dans n'importe quoi, ça fait penser à ça. Puis j'ai eu 2 shows à date que des messieurs sont venus voir. Hey, c'était vraiment bon, mais pourquoi pas mourir au Québec? Ben, écoute, man, on va-tu prendre une bière? On va-tu jaser pendant 2 heures? Je sais pas. Genre, je comprends ton point. Je comprends ton point. Est-ce que j'ai envie de me justifier par rapport au titre de mon album? Ouais. Peut-être moins. Mais j'avais envie aussi de parler de cet album-là en tant que tel. Comment il a été créé? Je pense que tu as un studio qui t'appartient, dans lequel tu as majoritairement créé ce projet-là. Veux-tu me parler un peu des personnes avec qui tu as collaboré, la manière dont le processus s'est créé pour la composition de cet album-là? Ouais, définitivement. Comme l'histoire un peu de ce projet-là, tiens. Yeah, ben... je suis quelqu'un d'assez autonome dans la vie vu que je réalise des gens puis j'ai mon propre studio, donc c'était toute la musique de La Fonte pour moi, ça fait partie du processus que je la crée chez moi puis que je fasse 90% de la job. Le mix, l'enregistrement, tout ça, l'enregistrement des collaborateurs, ça fait partie, je crois, de l'attrait du projet puis ça fait partie de ce que je veux que cet art-là soit, ça soit très représentatif de qu'est-ce qui est autour de moi dans ce moment-là. Et ben ouais, j'ai fait la majorité des trucs chez nous, puis il y a eu des rencontres à travers ce processus-là qui ont shapé comment je l'ai enregistré. Par exemple, mon ami Shea Brossard, qui est un ingénieur au studio Hotel to Tango, qui est dans le coin de Van Horn quand le viaduc finit. Puis on s'est tellement bien entendu que pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que j'aille traquer avec lui là-bas. Mon ami Raphaël Bussière, qu'on connaît pour le projet Lucille, qui est un allié de la musique de toujours pour moi, puis il fallait qu'il soit sur l'album, qui m'a aidé à travailler sur des chansons, donc Clandestin, Laisse-moi le temps.
Mon ami Canen, qu'on a travaillé sur son album en même temps que moi, je travaillais sur le mien, donc je voulais qu'elle fasse partie de ça. Jessie McCormack, on s'est écrit sur Instagram, puis c'était Bromance Automatique, puis ça a été un genre de tune. Regarde où tu mets les pieds, on a fait ça. On l'a fait avant l'album, en fait, elle, mais je voulais qu'elle soit dessus, puis ça a pris comme 3 sessions de studio. Tu le connaissais pas avant? Non, Cold Call, puis on a fait ça ensemble. Wow. C'était vraiment, vraiment chouette. Puis c'est ça, c'est un peu tout ça, les collaborations de cet album-là. Tu sais, un petit Henry Kinkhead qu'on connaît pour Héron qui s'est glissé sur Laisse-moi le temps. Puis c'était tous des gens qui faisaient partie de ma vie musicale dans le moment présent que ces chansons-là étaient enregistrées. Il n'y avait pas beaucoup de planification dans cet album-là. C'était vraiment, fallait que ça se passe en un an. Puis c'était tous les gens qui ont comme gravité autour de moi pendant cette année-là qui se retrouvent sur l'album. En gros. Ben, c'est justement mettre la faune qui voilà, gravite autour de toi au bing, même, bing, le même bing. projet. Yeah. Encore une fois, justification du nom du projet. Mais il y a eu quand même une bonne pause entre Demain c'était hier, qui est ton album justement qu'on a parlé, qui était paru en 2020. Je sais qu'il y a une pandémie, mais est-ce que ce temps-là que tu as passé à... Ben, j'avais vu sur Instagram que, mettons, ton dernier album, ça faisait comme à peu près 1 an et demi que tu travaillais dessus avant de le faire paraître. Ce qui nous laisse plus ou moins 1 an et demi à comme être un peu en train de travailler activement sur un album, genre. Puis ce temps-là, tu l'as-tu passé justement à plus te concentrer sur le projet des autres, la C'était réalisation, beaucoup ça. le musicien. En sortant... Parce que La Faune a commencé avec cet album-là. La Faune, j'ai sorti le projet en sortant Demain c'était hier. Puis c'était comme ma carte de visite un peu. Puis cet album-là m'a donné accès à travailler dans la musique. Ça a fait que les gens savaient j'étais qui, puis ils pouvaient écouter qu'est-ce que je pouvais faire dans ce moment-là. Tu sais. Puis ça m'a fait rencontrer Anachnid, qui a été comme mon premier projet de / direction musicale, accompagnateur, de tournée qu'on a fait du show en masse, puis qui est devenu ensuite... À cause du premier album c'est que comme tu as un peu, rencontré? ouais, c'est ça, exact. Puis c'est parce que j'ai fait le premier album, Les Francs ouverts, tout ça, puis c'est toutes des rencontres qui décalaient de ça, où est-ce que j'ai rencontré mon ami Thaïs, que sa manager était la bookeuse d'Anachnid dans ce temps-là, puis tu sais, c'est un peu des dominos qui tombent tout le temps, là, des rencontres comme ça. Puis c'est ça. Puis en travaillant avec elle, ben, ça m'a fait connaître beaucoup de gens. Puis les contrats ont suivi un après l'autre. Puis j'ai eu ensuite plus de temps pour travailler sur mes trucs. Puis je pense que, anyways, le meilleur contenu musical, j'ai l'impression que je fais, mon art est meilleur quand je passe du temps à faire d'autres choses. Ouais. Tu sais? Tout tu nourrit vis tout. des trucs, c'est ça. juste ton être est alimenté par les expériences externes, puis là, ça vient comme se condenser et sortir en des projets musicaux. Exact. Ouais. OK. Fait que ça, je crois que ça prenait ce temps-là pour faire cet album-là. Mm-hmm. Puis justement, sur cet album-là, tu as plusieurs pièces qui... en fait, par rapport au texte, je trouve que tu sais, on a parlé justement de Fake ID, où est-ce que c'est un peu comme des histoires avec chronologie du temps qui passe. T'as des pièces qui ben, notamment Regarde où tu mets les pieds, qui parlent, il me semble, d'honorer les territoires non cédés sur lesquels on met les pieds à tous les jours, en fait. Puis, je me demandais, en fait, dans ton processus de composition, ça fonctionne comment? Est-ce que c'est, par exemple, tu vas avoir un thème qui va dicter la musique ou plutôt comme une musique qui vont comme influencer les paroles, puis là, ça va comme créer un thème? Ouais, c'est tout le temps changeant, hein. C'est vraiment changeant, tu sais. Dans les 2 exemples que tu as donnés, par exemple, Regarde où tu mets les pieds, c'était un texte. Okay. C'était un texte en premier, la musique est venue ensuite. Fait qu'Heidi, c'était le contraste, le riff de guitare baryton au départ. Okay. Puis la musique est comme née par la suite. Fait que c'est super changeant. Comme ces temps-ci, j'ai un buzz d'écriture où est-ce que je me donne juste un mot, puis il faut que la musique, autant que le texte, décale de ce mot-là. OK. Un peu un guideline qui t'oblige à rester dans un créneau, ça. genre. Mais ça, c'est bon pour... c'est vraiment bon pour la créativité de comme un peu avoir des œillères, c'est comme ça qu'on appelle ça, les enfants de chevaux. Là. Puis ça fait en sorte que t'es obligé d'aller devant toi, tu sais. Tu vas pas te mettre à genre aller fouiller partout puis finalement écrire un texte puis ça va t'avoir pris 1 an. Non, c'est ça. Souvent, les restrictions, c'est plus bénéfique. Payant. C'est vraiment plus bénéfique pour la création. Là, tu sais, quand on tripe sur des pièces d'équipement musical, des petits drum machines super simplets, mais qui ont un son certain, un synth qui sonne un peu off, les vieux keys Casio, ben ces restrictions-là, faut qu'on est super motivé, puis on travaille dans un carré de sable plus petit, mais qui font qu'on peut faire des beaux châteaux avec ces affaires-là.
Puis juste avant l'entrevue, tu me parlais de certaines inspirations de musique québécoise, en fait, que tu as. Tu m'avais parlé de Fred Fortin et Elie Sapi. Ouais. On s'apprête à écouter des pièces de ces deux artistes-là. Est-ce que tu peux me parler un peu de pourquoi, en fait, ces inspirations-là, comment ils t'ont marqué? Ouais, ben, tu sais, Elie, c'est une amie de la famille depuis longtemps. Et on passe Noël ensemble. Là. Ah ouais? Ouais. Puis là, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'on collabore ensemble, tu sais, que je joue de la batterie sur sa tournée pour l'album Inuktitut. Puis quand elle travaillait sur cet album-là, à travers les démos qu'elle nous montrait, à travers, tu sais, tout son processus de l'album Ballad of the Runaway Girl, j'ai comme compris un peu comment la musique se faisait concrètement, là, tu sais, le processus d'un album. En band ou... Pas tant comme techniquement, mais plus comme, c'est quoi le process de créer un album? Tu vas avoir, tu sais, tu vas faire des tunes, il y en a que tu vas détester, il y en a qui vont pas sortir sur ton album, il y en a que tu vas vraiment avoir besoin de tel collaborateur pour faire sonner parce que sinon ça fonctionnera pas. Tu sais, quand finalement elle a rencontré Joe Grass pour son album, c'était comme, ah ben oui, ça a fait décliquer plein de trucs, tu sais, puis justement, la tune, je pense que je t'ai dit, c'est Wolves. Puis, tu sais, Wolves, quand j'avais écouté le démo, puis j'avais dit, ah, mais tu sais, tu pourrais mettre ça là. Puis elle était comme, ah, tu sais quoi, Jay, je suis pas sûr. Puis finalement, elle a pas mis ces trucs-là, tu sais. Puis c'est une tune qui est assez directe puis simple dans son approche. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, Ellie, ben oui. Son process de création m'a fait comprendre plein d'affaires. Puis cette tune-là, pour moi, à chaque fois qu'on la joue en spectacle, maintenant, elle est emblématique de ça. Puis je suis super content de l'avoir dans les mains. Puis l'autre tune, je pense que c'est 10 piastres de Fred Fortin. Puis c'est la tune qui m'a fait comprendre que je pouvais faire de la musique en français. Okay. C'est la chanson que quand j'ai entendue, j'ai fait comme, oh mon Dieu, OK. Ouais. Ça fait quand même plusieurs années que tu as découvert cette pièce-là. Ça, avant que l'album Ultramar sorte, j'étais pas un fan de Fred Fortin, j'écoutais un peu de Carquois, pas mal de Malajube, mais pour moi c'était de la musique qui se faisait ici, puis j'écoutais, dans ce temps-là, j'étais au cégep en drum jazz, puis je voulais juste shredder, puis genre piquer des solos de snarky poppy, whatever. Puis en écoutant 10 piastres de Fred Fortin, ça m'a vraiment cogné. Puis tout cet album-là, ensuite, ça a été un album qui m'a suivi longtemps. Puis encore aujourd'hui, je peux tout te le jouer au complet tellement que je l'ai écouté. Puis toutes les ligues de guitare. Tu sais, 10 piastres, j'ai décortiqué cette tune-là à fond en compte. Là. Puis c'est une pièce qui veut vraiment dire beaucoup pour moi parce que ça a été l'éveil musical québécois un peu. Là. Donc, sans plus attendre, on va écouter ces deux pièces-là. On vient de discuter. Donc, on va commencer avec 10 piastres de Fred Fortin. Puis, Wolves Don't Live by the Rules de Elie Sapi. On écoute. On est de retour. On vient d'écouter 10 piastres de Fred Fortin et Wolves Don't Live by the Rules de Elie Sapi. Toi, en fait, Jay, tu joues et réalises de la musique avec quand même une panoplie d'artistes incroyables du Québec. On pense notamment, justement, on a parlé précédemment, mais Kanen, une artiste issue de communauté Innu, qui a été plusieurs fois récipiendaire à la disque cette même année. Laura Niquet, qui est Atikamek, qui a également été nominé à la disque cette année. On a parlé aussi Anaknid, qui est issue de communauté Oji, Cri et Micmac, et Elie Sapi Inuk, dont on vient tout juste d'entendre une pièce. Puis, je me demandais, en fait, en premier lieu, c'est comment tu as fait la rencontre de toutes ces personnes-là? Tu sais, tu parlais, Elie Sapi, c'est une amie de la famille. Ouais. Comment ça? Elie Sapi, en fait, il y a comme deux blocs là-dedans. Anaknid, Laura Niquet, puis Kanen, je les ai rencontrés à travers Anaknid, puis à travers leur mode de production Musique Nomade. Que ça, c'était un peu un genre de casting call on a besoin de quelqu'un pour accompagner Anaknid. Jérémy Hersiam sait jouer de la guitare et du pad électro, puis finalement grâce à justement tu sais des rencontres comme Elie Sapi avant ça, qui est une amie de la famille, parce que ma mère l'a accueillie chez elle quand elle était à Montréal, simplement comme ça. Puis c'est devenu genre. Puis c'est ça, c'est devenu une amie de la famille, c'est une super bonne amie. Tu sais, ma mère, c'est la marraine d'un de ses fils. Là, puis, mais je crois que en connaissant Elie Sapi, en connaissant cette réalité-là, du moins un peu de l'extérieur, d'un point de vue d'un garçon blanc qui a des amis autochtones, ça a fait que ces réalités-là, pour moi, étaient
c'était des réalités, c'est des choses que j'avais déjà eues autour de moi. J'étais allé plein de fois sur des réserves. Je connais ce milieu-là un peu, puis ça faisait que c'était... je crois que j'ai été quelqu'un qui c'était peut-être plus facile, qui avait pas de choses à expliquer, qui avait pas de justement présentation de ces réalités-là à faire pour travailler avec. Puis ça d'une part, mais de l'autre part, c'est aussi de la super bonne musique. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Simplement, c'est super cool là, qu'il y ait catégorie musique autochtone et tout, puis qu'on voit ça comme la musique autochtone. Mais pour moi, Anachnid, c'est de l'espèce d'électro-pop, Weirdo. Canon, c'est du indie rock, puis Laurent Nicoué, c'est du rock pop. Là, c'est grunge sur les bars, oui, c'est des gens autochtones qui font de la musique, mais c'est de la super bonne musique à part entière aussi. Puis, selon toi, c'est quoi un peu... justement, on parlait les nominations à la disque qui sont... que eux ont décidé de faire des catégories comme à part entière pour les personnes issues de Premières Nations. C'est quoi, selon toi, l'importance, le but... Puis le message que les artistes, en fait, Premières Nations, font, en fait. C'est quoi l'importance de tout ça? Je peux répondre à ça, puis je vais répondre à ça, mais ce que je te conseillerais de faire, c'est d'inviter une artiste autochtone sur ton show pour 100%. Répondre à cette question-là. 100%. Puis parce que moi, je peux donner mon point de vue, puis ce que je comprends que la mission est. Mais que la mission de c'est juste d'exister, right? C'est juste d'avoir la place d'exister, puis d'avoir la place pour leur art, puis la reconnaissance de ça. Mais c'est sûr que, moi, j'étais un garçon blanc originaire entre Gaspésie et Montréal, puis j'ai ma réalité à moi. Puis par rapport, par exemple, à la catégorie de la disque, on s'est battu longtemps pour ça. Ce qui est cool, puis qu'on a des fois de la misère à voir, c'est les positifs de la discrimination positive, d'avoir une catégorie carrément de musique autochtone. Oui, ça laisse beaucoup de place à ça, mais ça donne des exemples ensuite pour les générations futures. Puis en ce moment, la musique autochtone, c'est vraiment une genre de porte-étendard un peu de ça, que ça porte fruit, tu sais. Il y a de la place pour la musique autochtone maintenant. Ouais. Vraiment plus qu'avant, là, tu sais, on en entend parler, on en parle en ce moment dans un podcast, là, tu sais. Puis ça a sa place dans les festivals, ça commence à avoir sa place dans les radios, ça fait que, pour moi, c'est l'exemple parfait que, tu sais, oui, il y a des gens qui disent « Ben là, Colin, c'est beaucoup, ils sont pas autant que le pourcentage qu'ils demandent à la radio. » Ouais, mais ça prend cet exemple-là pour que ces gens-là aient leur place. 100%. Parce que si tu grandis sans jamais avoir un exemple de comme « Ah oui, je peux faire de la musique, puis je peux tourner ma musique au Québec, dans le monde entier, tu sais. » Puis je regarde parce que Laurent Nicoué l'a fait. Ben ouais, c'est cool, tu sais. Ça va te donner le courage, puis ça va te donner la preuve que c'est faisable. Ouais, 100%. Puis, par rapport à toi, le futur, mettons, de la musique autochtone, ça va être quoi, mettons? D'ici 10 ans, tu penses-tu qu'il va y avoir sans doute plus d'artistes encore? Est-ce que c'est justement ces nominations-là qui sont comme un peu... qui ont leur catégorie à part? Est-ce que ça va encore exister? J'ai genre mon souhait Disney, là, qu'il y ait juste comme que l'inclusion soit faite, puis qu'on fasse juste reconnaître ça comme de la super bonne musique parce que ça l'est, puis que, tu sais, on n'ait pas besoin de tout ça. Mais je crois que ma vision réaliste de la chose serait que oui, ces catégories-là vont être encore là. Au Canada, c'est chaud, tu sais, ces trucs-là. On va en parler pendant des années parce qu'on n'en a pas parlé pendant des centaines d'années, tu sais. Fait que ouais, je crois qu'on est sur le bon chemin en tout cas. Ça c'est cool, tu sais, parce qu'il y a vraiment plus de place qu'avant, vraiment vraiment beaucoup. Puis les gens sont plus intéressés. Puis la place est sur tous les médias, là. Autant dans les galas, télévisés, radio, whatever, tu sais. Il y a plus de place. Fait que oui, je pense qu'on va encore avoir ces catégories-là. Je pense pas que ça va être parfait comme tout, tu sais. On se bat encore pour les droits des femmes, là, tu sais. On va encore se battre pour ces choses-là. C'est des combats qui vont être à longue haleine. Mais c'est important qu'on les fasse. Puis c'est ça, je crois qu'on est sur la bonne voie. Continuer d'honorer
d'explorer ça, puis Ouais. d'écouter ça, puis de distribuer ça. C'est la meilleure façon, je pense, pour l'industrie de la musique, de justement faire sa part, en fait, dans ce combat-là. Donc, mais pour revenir un peu à ta musique, c'est ça, en 2020, comme on a parlé, t'as fait les Francs ouvertes, t'es allé jusqu'en demi-finale avec des artistes tels que... Ben, des artistes, en fait, qu'on connaît très bien aujourd'hui sur la scène québécoise, tels Ariane Roy, Valence, Canen, dont on a parlé. Mais t'as aussi fait paraître, c'est ça, l'album Demain, c'était hier, qui, juste anecdote comme ça. Moi, cet album-là, j'ai découvert en 2020. J'ai commencé à écouter cet album-là en 2020, puis je l'ai écouté pas mal. Genre, vraiment, c'était un ami de l'université. Je commençais à l'université, puis il m'avait dit « Ah, va écouter ça, nan. » Puis là, j'avais écouté ça, puis j'étais comme « Wow, tu sais, c'est la musique québécoise, vraiment, genre, avec des saveurs électroniques, puis comme, je trouvais que dans le progressisme de la musique aussi, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment venu me toucher dans une période où est-ce que j'étais vraiment into ce genre de musique-là, mais que je connaissais pas comme... je pense qu'à cette époque-là, je connaissais pas comme les Carquois de ce monde et toutes ces bands-là qui sont un peu comme dans ce genre de vibe électrique progressive-là. Puis c'est vraiment un album qui m'a beaucoup bercé pendant ces années-là. Puis je me demandais, avant la parution, en fait, entre la parution du premier album et du dernier album, Mourir au Canada, de quelle manière, en fait, la faune a évolué? J'ai évolué en tant que personne. Donc, les sujets, les textes, c'est plus direct. C'est plus moi. Ouais. Je suis plus prêt à m'assumer aujourd'hui. J'ai plus confiance en qui je suis que quand j'ai sorti ça. Puis La Faune comme projet, ça a évolué dans que je me permets maintenant de faire un peu... dans ce temps-là aussi, je me permettais pas mal de faire le style que je voulais. Là, parce que Demain, c'était hier, ça va un peu partout aussi. Mais je sais maintenant que je vais sortir beaucoup de musique dans ma vie. Je sais maintenant que l'album que je sors, ça sera pas mon dernier album. Ouais. Du moins, c'est ça. Ça sera pas la dernière pièce de musique que je fais. Donc, je pense que j'ai une vision un petit peu plus calme, un peu moins pressée que dans ce temps-là. Je veux dire, l'album s'appelle Demain, c'était hier parce que j'avais vraiment besoin de sortir de la musique. Puis, ouais, fait que j'ai une vision un petit peu plus calme par rapport à ça, un peu plus comme cette pièce-là est finie quand elle est finie, j'ai pas besoin de rajouter du crémage, du feeling, puis plein de choses dedans. Puis je me laisse plus justement faire des trips, des concepts, c'est de vraiment pas de par exemple, tu sais Après la mort, qui est la dernière pièce de Mourir au Canada, mais c'était un concept super direct, je voulais faire la pièce comme ça, puis j'ai rien rajouté de plus, puis c'était ça la pièce, puis that's it, tu sais. Je pense que c'est ça, je me laisse plus embarquer dans un trip précis sur des trucs que c'est ça, de vouloir réinventer la musique au complet. Là. OK. Puis ta vision à long terme de ta carrière en musique aussi semble être plus claire? Ouais, ça, ouais. Puis il y a quelque chose qui n'a pas changé quand même, c'est que dans la vie, je sais que je vais faire de la musique sous les aspects qui vont se présenter à moi, tu sais, parce que j'aime faire la musique au complet, j'aime ça accompagner, j'aime ça réaliser, j'aime ça créer, j'aime ça être sur un stage comme leader, comme directeur musical, tu sais, tout ça, j'adore ça. Puis, c'est ça. Fait que quand je pense à ce que je vais faire dans la vie, c'est juste la musique. C'est clair. Au complet. Ouais. On va écouter 2 pièces du dernier album, mais j'avais envie justement de faire écouter une pièce du premier album de La Faune. Donc, on va écouter ça tout de suite. Donc, on va commencer avec la pièce Nuit des longs couteaux, puis Volcan, qui est une pièce du premier album, comme je viens de mentionner, et on va finir avec Après la mort. Donc, on est de retour. On vient d'écouter Nuit des longs couteaux, Volcan et Après la mort de La Faune. Jay, merci beaucoup d'être venu à l'émission, d'être venu discuter avec moi. C'est super cool. Est-ce que, en fait, de quoi ça a l'air en ce moment, ta planification de l'année 2024? As-tu des objectifs, des projets qui... En ce moment, je suis en joggers devant mon PlayStation 5 à rattraper tous les jeux que j'ai pas joués cette année. Là. OK. La planification est pas encore... ça tape de chevet un peu. Mais non, sans niaiser, on a quand même des cool shows déjà qui sont annoncés. On a, d'ailleurs, qui vient juste d'être annoncé, on a un Zarico le 25 février. Super. Donc, ça va être super trippant. Plateau double avec Sensei H, qui est une super bonne amie de Québec. Fait que ouais, ça, on a vraiment, vraiment hâte.
Puis, ben, pour la musique, pour ce qui sort, Mourir au Canada, c'est tout jeune. Ouais. Donc, ça va être de continuer à sortir ça. On a un clip pour une chanson qui s'en vient aussi de l'album. Fait que j'ai vraiment hâte de sortir ça, un genre de clip très, 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 très proche de mon cœur, réalisé par mon ami Jérémy Lachance. Ouais. Puis, ben, sinon, on continue de créer, on continue de faire de la musique tout le temps. Je vais être en show aussi avec Elisapi, beaucoup, pour sa tournée. Puis, ben, Canen, toujours, encore et toujours. Mon ami Thaïs, plein d'autres choix avec plein d'autres gens aussi. Parfait. Puis si on veut te suivre puis être vraiment au vent de qu'est-ce qui se passe, quelle est la meilleure manière de se tenir informé? Ben, ce matin, j'ai fait mon premier Threads en genre 3 mois, fait que je te conseillerais pas ça. OK. Mais j'ai mon Instagram qui s'appelle J'aime pas la faune, que vous pouvez suivre. Page Facebook, qui est juste la faune. Puis, ben, c'est pas mal ça. Je dirais surtout Instagram. Les réseaux sociaux. Ouais, J'aime pas la faune. Parfait. Ben, de toute façon, le lien de tout ça va être en description. Donc, vous aurez checké ça, vous aurez cliqué là-dessus. Je m'appelle Joël Pienfanel. J'étais avec Jay Essiambre, pardon. Yeah! Le petit C'est moi, inévitable. Il y a toujours la touche espagnole que j'ai envie de donner. Là. Mais, donc, c'est ça. J'étais avec Jay Essiambre de La Faune. Donc, merci encore une fois, Jay. Merci à Puis, toi. à la prochaine. Yeah.